Bonjour Fred, ou Fredo, pour les intimes au cirque. Ouais, au cirque de Fredo, oui, bonjour. On est ici tous les deux dans la salle encore vide du cirque d'hiver à Paris pour le dernier jour de la saison. C'est ça, on a commencé au mois d'octobre et en ce 11 mars 2018, c'est le dernier jour du spectacle Exploit. Donc ça fait 200 représentations à peu près. Et à peu près 230 000, on va avoir le chiffre exact tout à l'heure, mais dans les 230, 232 000 spectateurs. Donc c'est toujours, voilà, c'est une saison qui se maintient. Ça aurait été une belle saison. Ça aurait été une saison, depuis, voilà, c'est une saison qui se maintient par rapport à celle de l'an dernier. Bon, c'est sûr que nous, depuis 2015, il y a eu quand même une baisse, hein, ça c'est notoire, comme beaucoup de salles parisiennes. On a réussi à remonter cet événement qui a affecté énormément de monde. Hein. Certains, enfin bon, bien sûr, beaucoup ont été touchés dans leur chair. Nous, on a été touchés à la fois parce que c'était derrière le cirque d'hiver, un peu dans nos chairs parce qu'on connaissait du monde, et puis surtout après économiquement, ça a été inquiétant, même à se poser la question si on pouvait continuer. Si c'était encore viable de continuer. Tout à fait. Ah ouais, ouais. Et les gens sont revenus progressivement. Les gens ne sont pas revenus progressivement sur la saison 2015-2016. En revanche, 2014-2000, on est en 2015 les attentats, hein, c'est ça. Donc ouais, sur la saison 2015-2016. En revanche, ils sont revenus sur la saison d'après. Voilà. Mais ça a été long. Et comme nous, on n'a que 5 mois d'exploitation et que les vacances de Noël sont la part la plus importante du chiffre d'affaires, là, on s'est retrouvé avec des salles au tiers. Ah ouais. Et oui, je me demandais justement, bon, le cirque d'hiver, comme son nom l'indique, enfin, c'est un cirque en dur, c'est un cirque permanent. Euh, Tu dis qu'on a 5 mois d'exploitation. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire du cirque d'hiver. Ça a toujours joué, je dirais, l'hiver élargi. L'hiver élargi, alors c'est vrai qu'à l'époque, avant les années 80, euh, la saison était un peu plus longue. Il arrivait que le cirque joue tous les week-ends, mais en fait, quand son nom d'hiver, hein, c'est seulement par rapport à la construction. Ouais. Puisque quand en 1852, on prend la décision de le construire, c'est parce qu'il y a un cirque d'été. Mhm. Voilà, il y a un cirque d'été en bas des Champs-Élysées. Et pour permettre aux Parisiens, à l'époque, eh bien d'aller au cirque l'hiver, et entre parenthèses, pour permettre aussi à une troupe de Monsieur Dejean de travailler toute l'année, une Mhm. troupe d'acrobates à cheval, le cirque d'hiver a été construit et il était au cœur de la vie des spectacles, de la vie parisienne du soir, puisqu'ici on était dans le 11e arrondissement, entre le 11e et le 3e, on était dans ce qu'on appelle le, le boulevard du crime, qui Mhm. était un boulevard où il y avait beaucoup de théâtre, beaucoup d'entresorts, beaucoup de spectacles étaient donnés, avec des mélodrames joués chaque soir, d'où le nom du boulevard du crime. Donc Mhm. on met le cirque d'hiver, voilà. Mais son nom vient de là. Après, voilà, durant les exploitations, selon les directeurs, et entre autres avec les Bouglione dans les années 60, 70, il y a quand même, c'est un peu plus large, l'exploitation. Et il y avait auparavant d'autres cirques en dur à Paris. Oui. Il y en a eu plusieurs. Alors bien sûr, attention, quand on dit cirque en dur, ce sont des semi-constructions, bien souvent des cirques avec une structure, une armature en bois, hein, comme se faisaient aussi beaucoup les théâtres. Donc bon, bah, c'était des phénix, hein, ils brûlaient, ils renaissaient de leur cendre ou pas. Et quand même, pour les gens qui ont l'occasion de venir au cirque d'hiver, pas très loin, place de la République, euh, il y a le Gibus une boîte aujourd'hui, et devant le Gibus, qui est rue du Temple, je crois, vous avez un petit panneau de la ville de Paris qui explique que là a été existé le cirque Astley. Mhm. Donc Philippe Astley d'Angleterre était venu faire Ouais, l'inventeur du cirque. l'inventeur du cirque moderne, Ouais. classique, et est venu, après sa création, enfin son cirque en Angleterre, est venu en France et il a travaillé à Paris à côté. Bien sûr, hein, après il y a eu les Franconi qui ont pris ce cirque-là. Mhm. Et donc il y a plein d'histoires, mais il y avait beaucoup de cirques en dur, hein, en Europe. Ouais, ouais. À l'origine, le cirque est à la fois assez stable, hein. Mhm. L'itinérance vient après quand la partie itinérante, la partie des gitans, des voyageurs, des gens du voyage
possession du cirque. Eux vont lui donner cette impulsion de voyage qui est quand même un peu plus simple. Mais sinon, au début de l'histoire du cirque, on a quand même beaucoup de cirques en dur dans toutes les capitales européennes et même dans les villes. Hein. Pour la France, il y avait des cirques à Limoges, il y avait des cirques à Lyon. Il y en a 5 qui restent aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai vu qu'il y avait la restauration du cirque Elbeuf près de. À Elbeuf, ça y est, je crois que c'est terminé. Ah, voilà. on entend la batterie. Petite la mise au point du son. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, on fait le même spectacle, mais tous les jours, il y a des petits réglages qui sont faits. Alors, ce n'est pas une vraie balance hein, au niveau des instruments, là, mais c'est notre ami Angelo Terrones qui est notre ingénieur du son et qui nous fait son petit... Bonjour Angelo. Un an plus vieux depuis hier. Un an plus vieux. Non, parce qu'il veut partir à la retraite, mais on le retient. Ah, ok. Voilà, on ne veut pas qu'il parte. Mais il veut partir. Wow, il fait le beau. Ah, ok. Non, parce qu'en général, Il a des conditions. En général, le cirque, c'est comme la papauté. Hein. On meurt au cirque. Ouais, oui. Là, il est exigeant sur certains engagements. Et oui, pour justement parler de... Ah bah là, on a carrément l'ambiance. Hein. Là, on a l'ambiance. Donc là, il contrôle, il contrôle les écouteurs des musiciens. Sympa. Voilà. Pour parler justement de l'itinérance, c'est comme ça que tu as commencé en fait. Raconte-nous un peu ton parcours. Moi, oui. Le parcours, c'est simple. Hein. C'est simple ou pas, ou atypique. C'est une envie de faire du cirque, une envie avec le rôle de Monsieur Loyal, qui arrive assez tôt dans mon esprit. Voilà, à l'âge de 8-9 ans, dire à qui veut bien l'entendre que je veux être Monsieur Loyal dans un cirque. Bon, ça continue avec la 6e, hein, puisqu'au collège, quand on remplit les petites fiches d'information en début d'année, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Bien, présentateur dans un cirque. Voilà, d'où des petites boutades de certains professeurs qui me promettent que le jour où je serai dans un cirque, eh bien, entre autres, c'était une prof de sciences naturelles à l'époque, SVT on dirait aujourd'hui, et qu'elle sauterait les tables à pieds joints. Voilà. Alors elle l'a pas fait parce que quand on s'est revus, elle avait un peu vieilli. Elle m'a dit non, je prendrai pas le risque. Mais voilà, donc c'était quelque chose qui était très présent dans mon esprit. Et puis au fur et à mesure des connaissances et surtout de glaner des renseignements, puisque faut bien voir qu'on est dans les années 80, enfin même 75-80. Et rien n'existe pour communiquer, pour se demander si on est le seul à être passionné. On ne pouvait pas envoyer un email. On ne pouvait pas envoyer un email, on pouvait pas, il n'y avait pas Facebook. Et donc c'est au hasard des rencontres, en attendant un cirque le matin sur une place, on se rend compte que d'autres ont la même passion. Donc on se dit qu'on n'est pas que idiot ou que fou. Et de fil en aiguille par rapport aux gens du métier, par rapport à cette présentation, c'est monsieur Roger Renato qui présentait chez Achille Zavata à l'époque, dans les années 80, 85, 86, qui m'a fait comprendre que, présentateur c'était bien, c'était un bel idéal de vie, mais qu'il fallait être raisonnable et se rendre compte que les présentateurs étaient accrochés dans les cirques dans lesquels ils travaillaient. Donc est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen, un autre biais pour rentrer dans ce métier? Et du coup, il m'a conseillé l'administration. Ce qui m'a permis, moi, de continuer, de faire un petit BTS derrière le bac. Ça me rassurait, ça rassurait aussi mon entourage. Et puis de là, ça a été... Ah. C'est quoi, c'est? Donc ça, c'est un petit message interne. C'est Papouk, M. Sambion-Bouglione, qui appelle ses petits-enfants. Ah bon. Voilà, il faut qu'ils aillent à l'appartement. Ah ouais, c'est un peu comme l'appel dans le supermarché, mais dans tout le cirque. Tout à fait, mais c'est pour nous, c'est dans le cirque, donc ça peut être un membre du personnel ou un membre de la famille. Donc ça, c'est des petites choses internes qui se passent de temps en temps. Ah, c'est amusant ça. Voilà, on va voir le deuxième appel. Extraordinaire. Donc même à l'époque des textos, de WhatsApp et des messageries, c'est la messagerie à l'ancienne. Oui, Sampion Bouglione, qui a 80 ans, donc je veux dire, non, puis c'est pratique. Ouais. C'est pratique parce que là, on est sûr que la personne étant dans le cirque, ça passe ici dans la salle, ça passe dans les couloirs, ça passe dans les étages, donc tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. En simultané, ouais. Exactement. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Et donc pour en revenir à ton histoire, avec ton BTS en Et poche. ben, mon BTS en poche, ça a été d'aller remplacer une personne qui quittait l'administration chez Achille Zavata. Donc c'est Annick Zavata qui m'a appelé. Tout ça, c'était en 89. Et en novembre 89, ben, j'ai intégré le bureau itinérant de chez Achille Zavata. Et là, ça a duré 2 ans et demi. Euh, et là, voilà, j'ai beaucoup appris, puis c'est vrai que c'était quand même extraordinaire pour moi, même si j'étais un peu jeune et un peu vert pour ce genre de travail. Parce que voilà, c'était lourd, parce que c'était aussi une entreprise qui rencontrait des difficultés, hein, comme souvent on peut le rencontrer une entreprise, donc avec une procédure de liquidation judiciaire, mais qui était reprise par un tribunal. Bref, donc moi, en cas d'école, c'était extraordinaire, mais voilà, au quotidien, c'était pas simple. C'était pas simple. Voilà. Donc là, ça a été vraiment le côté, j'allais dire, professionnel qui rentrait en jeu. Entre-temps, bon, c'est vrai que j'avais eu l'occasion, moi, pendant mes études, pendant mon lycée, faisant du théâtre, de rencontrant des gens à droite, à gauche. À l'époque, on était sur Angoulême avec mes parents. Et c'est comme ça que j'ai pu également voir commencer à prendre le micro sur des galas de Noël, entre autres à Saintes, qui avait été organisé par monsieur Claude Bourdet. Et ça a été aussi voilà, il y avait des petites voilà, des pieds qui étaient mis à chaque fois dans la piste au fur et à mesure des études, au fur et à mesure des rencontres. Mais la vraie piste, ça a été quand en 93, on m'a demandé de venir remplacer pendant 2 mois chez Pinder et de prendre le costume de Monsieur Loyal. Là, c'était extraordinaire, quoi, parce que on vient me chercher, Christophe Ferry, pour ne pas le nommer, qui me dit écoute, il faudrait remplacer Claude Brunel à l'époque, qui était venu dépanner, mais qui reprenait une tournée de théâtre, et donc il n'y avait personne. Moi, c'était pour 2 mois. Derrière, j'avais 3 mois. Derrière, j'avais des galas, bon, ok, on y va. Puis l'aventure a commencé comme ça. Et là, tu as resté combien d'années chez Pinder? 17 ans. 17 ans. 17 ans chez Pinder. Donc 17 ans en Pinder, c'est la route en permanence. Ah c'est la route en permanence, 11 mois et demi de tournée. Ouais, Quand j'ai commencé, c'était 180 villes. Après, quand j'ai terminé, on était plutôt autour de 100. Donc ça allait. Et puis c'était un apprentissage, c'était découvrir le métier que je voulais faire, aider aussi, parce qu'on n'est jamais tout seul, hein. Il y a toujours, on s'en rend compte après, mais la présence des personnes autour est importante. Et voilà, au fur et à mesure des années, bien en fin de compte, de vivre tout simplement. Et c'est là où les gens n'ont. Le cirque, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, le métier, le moment où on est en piste, c'est au-delà du travail, hein, pour les artistes, les moments de répétition, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la journée, donc c'est quelque chose de, entre guillemets, de naturel. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette période d'itinérance? En 17 ans En 17 ans, alors, c'est sûr que quand on le vit, on enchaîne les années sans s'en rendre compte, parce que quelque part, on est bien. Hein, travailler dans une grande maison, c'est assez confort. On n'a pas à réfléchir à grand-chose, si ce n'est qu'on connaît nos heures de spectacle, va y avoir des petits imprévus, mais sinon, sur une année, on sait qu'on va dans les villes chaque année, au même endroit, au même moment, on s'occupe très bien de nous. Après, avec du recul, moi je me rends compte qu'on apprend énormément inconsciemment, on apprend énormément à se débrouiller. On apprend énormément à trouver un plan B ou un système D. Donc ça, c'est important. Et puis c'est ce monde de rencontres. Ça a été, moi je pense, ça a été le moment le plus. Enfin, ce que j'en retiens, c'est ça, c'est les rencontres au niveau de différentes cultures, de différentes personnes. Et puis au départ, on ne juge pas les gens viennent là, on travaille ensemble, on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. À part les artistes. Il ne faut jamais oublier que les artistes, c'est un 5e du personnel en itinérance, un 5e. Peut-être un 10e. Donc autour, il y a plein de gens et ces gens-là, on les découvre. Et après, c'est l'itinérance, c'est aussi. Voilà, il y a plein de choses. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre aussi un pays. Hein. Moi, aujourd'hui, encore, ça agace parfois des gens autour on me parle d'une ville, tout de suite, je vois la ville, je vois la place, et je peux y aller.
Et ça c'est quand même incroyable. On se rend compte qu'on s'accapare des endroits, on s'accapare des lieux et qu'il y a une adaptation. L'itinérance donne une adaptation incroyable. Incroyable. Une journée type de Monsieur Loyal chez Pinder, ça se passait comment? Ça commençait par quoi le matin? Ben voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une journée normale. C'est une journée normale, comme tout le monde. Il y a un moment où les gens se lèvent, où les gens se préparent pour une journée. Hein. Donc c'est comme n'importe quelle personne qui va travailler ou qui vit dans le milieu sédentaire. Sauf que quand vous ouvrez la porte, le jardin est un peu différent. Et que le jardin, ça va être soit une cage avec des fauves en détente, soit le chapiteau et puis à l'intérieur une répétition, soit vous êtes à côté de la cuisine, soit vous êtes du côté des hommes avec les couchettes, ou alors et c'est ça, c'est donc une vie qui nous est commune et nous est normale et qui par le petit bout de la lorgnette est assez incroyable, quoi, parce que c'est vrai que le matin on va ouvrir la porte et ça peut être une conversation en espagnol, quelques mots en polonais, une conversation en anglais et c'est notre quotidien avant le moment du spectacle qui se déroule et puis le spectacle terminé. Eh bien, c'est soit chez soi, soit avec des amis, parce qu'on décide, comme chez les sédentaires, de faire une soirée. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'improvisent rapidement aussi. Hein. C'est sûr que le moment du soir est un moment toujours important. Il y a un côté extérieur qui fait qu'on se retrouve beaucoup à l'extérieur. Et on vit les 3/4 du temps à l'extérieur. Ouais, en 17 ans, ta caravane ou ton trailer était devenu ta maison, j'imagine. Ah bah c'est que ça. Ouais. C'est que ça, parce que quand on est 11 mois et demi sur la route, il n'y a pas de sédentarisation possible. possible. T'avais pas de pied-à-terre par ailleurs, non? Non, pied-à-terre, si, c'est la famille. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est les parents, mais c'est le seul pied-à-terre. Et donc, non, pendant 17 ans, ça a été les caravanes successives. Et t'as pas gardé la dernière? Non. moi, je garde des souvenirs. Hein. Je garde. T'as pas thésaurisé la dernière? Non, parce qu'attention, c'est des caravanes, j'allais dire, normales. Hein, elles font 6,50 m et tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis toujours pareil, il faut avoir un endroit pour garder. Ouais. Hein, en plein cœur de Paris, jamais où. Ouais, bah c'est le même problème. Enfin, moi, j'ai connu ça en ayant des chapiteaux. Hein. C'est le même problème avec des chapiteaux. Tant que ça tourne, ça tourne. Et au moment où il faut les remiser. Mais je pense que c'est ça, c'est que chaque matériel est adapté à la fonction qu'on veut bien lui donner. Puis après, bon, le côté. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas les moyens de garder tous mes souvenirs de manière concrète et de manière matérielle. Ah, ouais, donc, tu n'as pas Pinderland où tu mets. Je n'ai pas ça et je n'ai jamais collectionné. Ouais. Je n'ai aucun programme de ce que j'ai fait. Alors, mais non, parce que j'ai des amis qui le font. Ah là, on teste le son. Là, voilà. Donc là, c'est tout le son. Magnifique. Voilà, donc comme j'ai la chance d'avoir des amis qui sont collectionneurs. Ils collectionnent pour toi. Exactement. Et quand on va chez eux et que c'est un week-end, 3 jours, ça peut être des moments de délectation parce que là, je retrouve vraiment tout ce qui a correspondu à ma vie, quoi. Il y a un fameux sound system au Serre d'hiver. Bah, c'est toujours. Ah, le line array. Ils sont obligés de vérifier. Hein. Ouais, le line array donne bien. Waouh. Enfin, il joue pas aussi fort pendant le spectacle. Heureusement. Il ne faut jamais oublier qu'un technicien son, c'est sourdingue. Hein. Ouais, surtout à 60 ballets. Hein. Ouais, je suis sûr. Enfin, ça va, le technicien là n'était pas aveugle, donc ça va. C'est déjà ça. Et pendant la journée, comme tu étais loyal, ça consistait, s'il y en avait, à quoi des répétitions de loyal? Tu répétais quoi, toi? Non, il n'y en avait pas. C'est une question un peu con, peut-être. Non, mais c'est vrai que... Bon, Pinder, c'était plus de 750 représentations dans l'année. Hein. Donc, les répétitions, elles avaient lieu à Tours. Ça, c'était une tradition, 10 jours de répétition à Tours. C'est vraiment à ce moment-là que moi, je formatais mon discours et mon texte. Après, ça pouvait évoluer un tout petit peu dans l'année, mais parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait les garçons de piste ne comprennent pas le français, ou pas comme on pourrait, enfin, ils vont comprendre dans une conversation, mais après au travail, ils ne vont pas le comprendre. La régie, souvent, ne la comprend pas aussi parce que étrangère. Donc, il y a un tempo à avoir dans l'annonce. Et en ayant le tempo dans l'annonce, et en ayant la même musicalité de la phrase, tant pour les gens qui mettent le matériel en piste
que pour la régie, on savait ensemble si on était OK ou pas OK, dans le temps ou pas. Donc ça ne sert à rien de changer. Et donc de garder le même texte toute l'année à chaque représentation, c'était une sécurité. Et une sécurité pour moi aussi. Parce que même avec des moments je veux dire, pas d'inattention, parce que c'était en fait qu'on parlait aux gens, leur donner l'impression qu'on s'adresse à eux, mais aussi contrôler ce qui se passait en piste. Donc avec le même texte, voilà, ça passait sur toute l'année. Voilà, donc pas à la seconde près ou à la virgule près, parce qu'on n'est pas non plus anglo-saxon et qu'on peut. Mais il faut bien voir une chose, hein, les spectacles anglo-saxons, pourquoi ils sont de qualité, entre autres, hein, mais même chez nous. Mais un spectacle est de qualité à partir du moment où c'est écrit. C'est calé. Où c'est calé. C'est pas vrai, on peut pas. L'improvisation pure n'existe pas. La fausse improvisation, oui. Mais la fausse improvisation est travaillée. Donc voilà. Donc après, il n'y avait pas de répétition. En revanche, il y avait des répétitions de numéros. Donc là, parfois, il fallait y être. Pourquoi? Parce que les garçons de piste faisaient partie des répétitions. Donc, étant donné que je dirigeais, voilà, j'étais responsable des garçons de piste à l'époque, ça demandait aussi d'être là. Puis après, il y avait aussi une journée de vérification, de la mise en place du matériel, de la mise en place de la piste, du tapis, avant le début du spectacle. Ça qui m'incombait. Donc ça, c'était des petites tâches. Tu es un peu chef de rang de la piste en même temps. On va dire exactement. Chef de rang, c'est un très bon terme parce qu'on fait ça. On est vraiment, pour moi, on est dans de la restauration. Et dans un grand cirque, enfin une grande maison comme Pinder, tu étais aussi amené à participer comme dans des plus petits cirques au montage, au démontage? Non. C'est pas une fonction dans laquelle... Non, parce on était nombreux. Donc chacun son taf. Je donnais le nombre de représentations, c'est-à-dire que quand on a fini, on ne peut pas tout faire. Hein, je veux dire, si on veut qu'une machine avance, il ne faut pas être fatigué. Donc la fatigue existe, mais il faut avoir ces plages de récupération. Alors bien sûr, quand il y avait des coups de Trafalgar, on était là pour donner la main. C'est sûr que sur un démontage en ville d'un jour, si moi il y avait 4 personnes à la piste, s'il y en avait une qui était malade ou qui n'était pas bien, on donnait la main. Parce que 4, c'est 2 et 2. Donc à 3, c'est bancal. Donc oui, ça arrivait. Mais ce n'était pas le quotidien. Le quotidien, c'était gérer des choses comme le sable, la livraison du sable pour la piste, ou de la terre avec les copeaux, des choses comme ça. Ça, c'était des tâches qui m'incombaient. Et puis après, forcément, de fil en aiguille, quand on est là et qu'on travaille aussi avec beaucoup de personnes étrangères, on est là aussi pour jeter un coup d'œil sur les documents qu'ils reçoivent. Et on joue un peu les assistantes sociales, mais bon. Et puis le BTS est revenu pour l'aspect... Alors on était plus dans le social que dans la comptabilité pure, mais c'est sûr que c'était... oui, moi j'ai connu des gens qui avaient du mal à comprendre des débits crédits sur un bulletin de banque, quoi, enfin sur un relevé de banque. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ce qui peut s'avérer gênant. Ce qui s'avère gênant, surtout, mais parce qu'en 17 ans, en 20 ans de tournée, et voilà, c'est aussi une évolution et c'est aussi des choses on a demandé aux gens, de gens de cirque qui n'étaient peut-être pas tout le temps changeant de pays et tout, habitués à avoir un compte en banque et rentrer dans un cadre social, c'est pas simple tout le temps. Et ça a évolué de manière significative en 20 ans, le monde de l'itinérance en France? Oui, quand même. Moi, j'ai connu le tout début des paraboles, par exemple. Ça a changé la vie. Je veux dire, c'est toujours pareil. La technologie a apporté énormément de choses qui sont bien pour les gens qui sont loin de chez eux. Après, ça coupe beaucoup de choses. Oui, parce que les gens se sont mis dans leur caravane à regarder un peu plus la TV. Voilà. Moins se parler. Voilà, moins se parler. Quoique ça reste quand même, en cirque, on se retrouve forcément pour les... Mais c'était aussi bien pour des gens qui partaient 11 mois, 10 mois, et bien de pouvoir continuer à avoir leur programme, dans leur langue. L'évolution la plus notable, c'est que ça reste quand même le téléphone. Ça, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu de Radiocom 2000 jusqu'à l'iPhone, quoi. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Radiocom 2000, c'était quand même l'ancêtre du téléphone qui valait une blende, là, au niveau de la briques transportables. De briques transportables et qui coûtait hyper cher. Et puis, mais ça a permis au cirque vraiment de franchir
un pas conséquent au niveau de l'administration, au niveau de résoudre, de pouvoir contacter des services. Et c'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui, les grandes maisons comme Arlette Grus, pour ne pas les citer, peuvent avoir leur bureau au cirque. Sur la route, ouais. Ça, c'était pas envisageable il y a 30 ans. Non, il fallait avoir un bureau statique. Il fallait statique parce qu'il y avait le fax, il y avait le Minitel et il y avait le téléphone. Et donc, mais aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut tourner avec son bureau, exactement. faire ses réservations, etc. Ouais. etc. Et ensuite, après Pinder, Bouglione, ça s'est passé comment? Ça s'est passé assez simplement. Suite à un spectacle de Noël, puisque chez Pinder, on avait comme on travaillait toute l'année quand même, on avait la chance d'avoir le jour de Noël, le 24 et le 25, ainsi que le 31 et le 1er, une seule représentation. Voilà, ça c'était quand même quelque chose d'important, parce que ça permettait à tout le monde de se retrouver pour Noël, pour les fêtes. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi 11 mois et demi de saison dans les jambes. Donc, alors que ici, chez Bouglione, comme voilà, différence entre chapiteau théâtre, travailler le soir, ça fonctionne le soir de Noël, ça fonctionne le soir du 31. Donc c'est toujours une joie pour nous de venir voir travailler les autres, ça c'est très agréable. Non, c'était sympa. Et donc du coup, voilà, Noël et 31, d'être resté après le spectacle et d'avoir discuté avec Francesco Bouglione qui m'a dit, voilà, comment tu envisages ton avenir? J'ai dit, 31 décembre 2009, mon avenir, il est simple, il est quand même 2010 chez Pinder. Puis après, je sais pas trop. Il m'a proposé de rejoindre l'équipe. Ce qui m'a fait, j'ai eu 1 an pour prévenir mon ancienne maison que l'aventure s'arrêterait début 2011. Et le 22 mars 2011, je suis arrivé donc à la production, service de production chez Bouglione. Là, tu as changé effectivement de fonction ici. Alors là, vous voyez, voilà, je restais dans le monde du cirque, mais je changeais totalement de métier, quoique par rapport aux tâches qui m'ont été données et tout, je restais quand même dans cette gestion à la fois un peu humaine, à la fois un peu des gens, des artistes, du personnel. Donc, en fin de compte, ça ressemblait à ma vie, quoi. Mais ça devenait concret avec un Mac, pour ne pas faire de publicité, enfin du coup un ordinateur, puis de se mettre dans cet outil qui était un petit peu inconnu pour moi, dans le sens où oui, j'avais mon PC dans la caravane, mais enfin ça allait pas bien loin. Hein. Et donc là, voilà, la chance aussi d'avoir un collègue qui beaucoup plus jeune que moi, et donc forcément un peu geek, m'a bien épaulé. Lui était arrivé 4 mois avant, Fabrice Bing, et m'a bien épaulé dans cette découverte de l'outil informatique et de l'outil de travail, quoi, parce que et l'aventure a commencé. L'aventure a été aussi incroyable parce que on était moins dans une routine. Le cirque itinérant a outre les bobos, la bobologie ambiante ou le temps ou des choses comme ça, mais on est dans une très 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 belle routine, ce qui est un danger, parce que la routine parfois fait oublier j'allais dire les bases même de la sécurité, et du coup je suis arrivé dans un boulot qui n'était plus du tout routinier. C'est-à-dire que c'est un travail où on sait ce qu'on a à faire, mais on ne sait pas par où on va commencer. Et surtout, on ne sait pas si on va le faire dans la journée dans laquelle on avait prévu de le faire. Donc ça, c'est un peu déstabilisant au départ. Et comme c'est un travail qui, en fait, permet on vit l'histoire, on vit l'aventure de A à Z, dans le sens où, par rapport à l'arrivée d'animaux, par rapport à l'arrivée d'un artiste, du moment où l'idée est donné que peut-être il semblerait qu'on l'engage pour telle ou telle année, et bien du coup tout en découle, et ce sont des dossiers qui peuvent durer 1 an et demi, 1 an, 9 mois, et c'est passionnant. Oui, il y a déjà des gens avec qui tu discutes maintenant, peut-être pour dans 2 saisons. Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi on a des demandes de nos patrons, quoi. Je veux dire, moi je me souviens de l'aventure Caselli. Elle a été waouh, elle a été incroyable, extraordinaire, parce que c'est suite à Massy que Francesco a dit dans 2 ans ils engagent. Mais ça veut dire que voilà, il y avait plein de problématiques, et pas des moindres, parce qu'il ne faut pas oublier que chez notre ami René Caselli, il y a un mal qui posait problème avec la législation française, et donc là, ça a été un long chemin, un long parcours, mais voilà, avec du recul,
On a réussi, avec du recul, ça s'est fait, j'allais dire, oui, dans la légalité, même si parfois on s'est fait tirer l'oreille et que parfois on a un peu montré les dents en disant bon attendez maintenant il faut être sérieux, ce qui nous a permis il y a 2 ans de l'avoir. Et de l'avoir là sans trop de problèmes. Et vous êtes aussi fort sollicité par des jeunes, j'imagine, qui disent ah, j'aurais envie de passer au CR d'hiver. Des gens qui vous envoient des candidatures. Ah, mais ça c'est donc. Oui, tout à fait. ouais. Joseph Bouillon qui reçoit. Mais même nous, sur le mail de la prod, hein, on reçoit énormément de choses. C'est frustrant parce que ils sont nombreux et que en fin de compte, il n'y a que 12 numéros par an. Et il y a des choses qui sont sorties de ça plutôt que des choix. De la volonté des patrons d'avoir tel ou tel artiste. Ah, de recevoir sur base des candidatures spontanées. Est-ce qu'il y a des choses qui, soudain, out of the blue, comme on dit, sortent du lot et vous dites ah, ça on connaissait pas, ça nous intéresse. Oui, arrive. alors ça arrive. Alors on connaissait pas et on va aller voir. Oui, ça arrive. J'essaye de trouver des exemples, mais oui. Alors après, voilà, à quel moment on les a vus. Alors souvent, il y a eu quand même plutôt un contact, j'allais dire, humain au départ. Parce que des numéros qu'on voit, oui, si, ça arrive. Après, ça aboutit pas tout le temps. Mais c'est vrai que ça intéresse, mais souvent, on connaît les gens qui nous envoient les liens quand même. Et quel est le changement, pour parler de changement au fil du temps, que tu as le plus constaté dans la relation aux artistes, des artistes avec la prod durant toutes ces années? Est-ce qu'ils se sont professionnalisés dans la manière de se vendre? Est-ce que leur milieu autour d'eux a changé? Alors pour 90%, heureusement qu'il y a des prods. Voilà. Nous, on n'est pas prêts de ne pas avoir de travail. Parce que... mais c'est le propre aussi d'un numéro, c'est le propre d'un artiste. Je dirais, ils ne sont pas là pour gérer le quotidien. Et ça se sent. Et il faut qu'on soit là pour gérer leur quotidien. Alors le quotidien, ça peut être réclamer 10 000 fois des photos qu'on n'arrive pas à avoir. Parce que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à se faire une série de photos propres dont on a besoin pour un programme, dont on a besoin pour de la presse. Et donc souvent on est obligé de les faire, mais c'est un peu tard. Ou la préparation d'un programme. Après c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans l'itinérance, ils ne sont pas toujours dans leur pays d'origine. Donc c'est compliqué pour avoir certains documents. De plus en plus, la jeune génération, quand même, j'allais dire les trentenaires, ça y est, ont compris que grâce à ces petites machines qui sont merveilleuses et qui s'appellent les ordinateurs, des choses comme ça, en général, ils scannent leurs documents d'identité. Et ça aussi, c'est plein de petits points qui font que parfois, recevoir leur musique. Aujourd'hui, les gens qui ont 20 ans, 30 ans savent l'envoyer. Savent envoyer des liens, savent envoyer. C'est pas forcément compressé, ils savent aussi envoyer via des WeTransfer, des choses comme ça. Sur l'autre génération, sur les au-delà parfois, et avec lesquels on travaille le plus, là c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça se renouvelle beaucoup? Il y a du sang frais en permanence? Nous, dans les spectacles, il y a toujours, oui, de par leurs origines au niveau de la nationalité, puis aussi de par leur parcours, il y a toujours des gens qui ne sont pas issus du cirque et des gens qui viennent de mondes très différents. Mais sur un plateau, comme on a ici une douzaine de numéros, quelle est la proportion entre les gens qui sont des enfants de la balle, des circassiens, et puis des gens qui sont plus venus, je dirais, du nouveau cirque cette année, on a une grosse proportion quand même, on va dire, de circassiens ou d'enfants d'artistes. En revanche, dans ceux qui arrivent de l'extérieur, alors toujours pareil, si on prend le cas de Pierre Marchand, est-ce qu'il arrive de l'extérieur? Oui, mais il a déjà une carrière. Encho arrive de l'extérieur, mais il a déjà une carrière. Vous voyez? Donc là aussi, on a des gens, parce qu'il faut bien voir aussi que le cirque d'hiver, ce sont des contrats, des engagements, par exemple comme Encho, qui se font, il y a 5 ans que ça a été signé, parce que les dates ne correspondaient jamais. En revanche, cette année, vous prenez Jofia Commandard qui fait son numéro de pôle aérienne, donc elle est hongroise, elle vient de la natation. Elle était sportive donc de haut niveau, et le hasard a fait qu'elle s'est mise à la pole dance et que ça met nous en relation donc du coup
avec son metteur en scène, on l'a vue et elle était engagée. Donc elle, à l'origine, le cirque, c'était pas sa destinée. Donc chaque année, il y a des exemples comme ça. Après, c'est vrai que là, cette année, avec les petites Ralouis, les Ralouis sont quand même, j'allais dire, des enfants de la balle, puisqu'ils sont nés sous un chapiteau. Les Donneurs, ça reste une famille de cirque hongroise. Les Navas, issus enfants d'artistes. Donc voilà, cette année, on a quand même une proportion. Rob Torres, non, en revanche. Voilà, Rob Torres, c'est le cas de beaucoup de clowns aussi actuellement, soit qui ne sont pas toujours issus du monde du cirque. Et Rob, c'est le cas, puisque lui, c'est un Américain qui est passé par les écoles Sterling et tout, et qui, a plus de 40 ans, voilà, fait une belle carrière depuis une douzaine d'années dans les cirques. Alors que lui avait commencé par les croisières, les spectacles de rue, même son spectacle, puisque là, il part demain matin et vendredi, il travaille aux États-Unis avec son spectacle. Ah oui. Voilà. Et on est en face de la cage aux fauves, puisque c'est le premier numéro qui va démarrer le spectacle, comme à chaque spectacle. Comment est-ce que tu abordes toute cette question, toute cette polémique parfois qui ne cesse d'enfler autour des animaux au cirque? Ça pourrait évidemment poser un problème, je dirais, dans la nature même du spectacle que proposent les cirques plus traditionnels. Comment est-ce que toi tu abordes l'avenir de ça? Bon, là, il y a plusieurs questions dans une. L'avenir, c'est évident qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir de toute manière lâcher du mou, comme dirait l'autre, parce que nous, on ne peut pas lutter. Quand je dis nous, c'est la profession, donc on peut éviter la casse. Pourquoi on ne peut pas lutter? C'est pas une histoire de ne pas être mis d'accord. Non, il y a des choses qui existent, comme le CA depuis très longtemps et tout. Non, on est face aujourd'hui à un changement d'esprit, un changement de perception de l'animal et de son enfermement et d'une maltraitance dont on parle un peu moins. Aujourd'hui, la maltraitance qu'on nous met en avant, c'est l'enfermement. On ne parle plus de maltraitance, violence directe sur l'animal, c'est que l'enfermement, c'est de toute manière de la maltraitance. Donc, comme à coup de campagnes de communication qui ont des coûts énormes et qui ne correspondent pas du tout, je parle de ces campagnes des associations, des Antilles qui ne correspondent pas du tout à nos campagnes d'annonces de spectacles, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Après, comment les gens vont réagir? On sent une gêne. On sent un questionnement. Alors, nous, on a la chance en France d'avoir quand même ce fameux arrêté de 2011. Il y a 3 jours, notre ministre de l'écologie a quand même pris une position en disant qu'il y avait 7 arrêtés qui existaient. Et enfin, j'allais dire, enfin il a parlé. Alors oui, bien sûr, ça n'a pas été repris par les médias, ça n'a pas été repris par les émissions qui aiment bien débiner le cirque et inviter les gens qui vont vous parler de la repentance, de leur métier. J'ai été dresseur, maintenant je suis gentil, je ne suis plus dresseur. Je ne vise personne. Mais là, voilà, on a déjà une position qui a été prise la semaine dernière. On a cet arrêté. Cet arrêté va nous permettre, je pense, d'aborder une période de transition. Période de transition qui va nous permettre d'expliquer que de toute manière, les éléphants, il ne faut pas rêver, les éléphants asiatiques, il n'y en aura plus dans 5 ans, puisqu'elles ont toutes plus de 50 ans en Europe. Après, que faisons-nous avec les numéros existants d'éléphants? Que faisons-nous avec les professionnels, les fauves, des choses comme ça? Il va y avoir une évolution, il va y avoir des choses qui vont être... Sur l'arrêté qui existe de 2011, on peut éventuellement le retravailler dans les espèces décrites. Il y a certaines espèces, est-ce qu'on a besoin de les avoir encore sur une piste? Et protégeons au maximum des gens qui aujourd'hui travaillent avec des animaux. Pour ceux qui veulent travailler demain avec des animaux, là je pense que ça va être compliqué. Et je pense que au fur et à mesure alors ça c'est le côté législatif. Mais on a un souci, c'est le ressenti. C'est le bon sens populaire. Et le bon sens populaire actuellement, c'est on ne sait pas. Parce que ça plaît toujours, ça fait partie de l'univers. Ça plaît toujours, auquel les gens s'attendent. Oui. Une certaine. C'est-à-dire que un certain type de public. Mais c'est toujours pareil.
c'est que quand on y est, on comprend. Mm. Quand on n'y est pas, et qu'on se fait pourrir l'esprit par un ramassis de mensonges et de choses non correctes, parce qu'il faut bien voir que toutes les campagnes qui sont faites par les associations sont toujours à base d'images et de documents qui ne sont pas réels en ce qui concerne la France, en ce qui concerne l'Europe, ou du moins d'actualité. Il ne faut pas oublier que cette profession de dresseur, je veux dire, en l'espace de 40 ans, mais quelle est l'autre profession qui a autant évolué, à qui on a demandé autant de se remettre en cause, à qui on a demandé autant de réfléchir, à qui on a demandé sur des comportements normaux de mettre des mots scientifiques pour faire plaisir à une certaine élite? Il n'y en a pas d'autres professions. Et ce qui est fatigant, c'est qu'on revient sur ce 2011. 2011 est quand même un texte qui prévoit l'hébergement des animaux et tout. Des gens se sont conformés à ça. Et 8 ans après, il faut tout casser. Mais à qui on demande ça? Dans quelle autre profession on demande ça? Le souci, c'est qu'on est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel. On est dans le chaton, le poussin. Et c'est insupportable. Maintenant, c'est compliqué. L'un des premiers arguments que je donne en général quand on parle de ça, c'est le fait que j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans le cirque et quand ils sont avec leurs animaux, on se rend compte que c'est leurs principaux collaborateurs. Que donc maltraiter son collaborateur serait tout sauf efficace. Ouais, mais le souci, c'est que ces gens-là, monsieur, ne l'entendent pas. De toute manière, on pourra toujours tout expliquer. Alors, on est entendu par. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'il y a cette pression, vraiment, des associations et du coup de certains élus, enfin, même pas encore très nombreux, heureusement, mais les pouvoirs publics, quand je dis les pouvoirs publics, ce sont les services de la DDPP, des choses comme ça, répondent en disant stop. Maintenant, on arrête. On arrête de fabuler, on arrête de dire que, et voilà la réglementation. Et nous, on nous l'a dit, bon ben voilà, vous pouvez encore, cette année, l'année prochaine, engager des gros d'animaux. Enfin, ne soyez pas inquiets. On a un texte, pour l'instant, rien n'est appelé à changer. Certes, rien n'est appelé à changer, mais que va-t-on faire avec ce qui circule dans les médias, le ressenti ambiant, le ressenti des... Parce que le souci, c'est ça. Oui, parce que le public, il peut y avoir une désaffection du public quand bien même les textes ne changeraient pas aussi. Mais on en est là. C'est pas qu'il va y avoir, on en est là. On en est là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se voiler la face. Nous, on aime ça, mais il faut maintenant être sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec la désaffection du public qu'on a depuis janvier? Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que depuis janvier, il y a une désaffection du public, il y a des soucis de fréquentation pour les cirques en tournée. Donc, on en est là. Et ce qui se dit dans les milieux autorisés ou les soirées mondaines, quand moi j'ai des échos par rapport à des amis, des choses comme ça, c'est que on a un ressenti, les gens ne comprennent pas, n'entendent pas, et pour eux c'est acté, il n'y a plus d'animaux dans les cirques, on a entendu dire que, le Conseil de Paris a décidé que, c'est insupportable. Alors pour conclure, j'aimerais te demander qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui, en 2018, on est au dernier jour de la saison, la magie du cirque? D'après toi, pour les gens, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'est-ce qui crée encore la magie quand ils rentrent dans un endroit comme celui-ci? Je pense que c'est pas désuet, c'est pas inintéressant. Le cirque, on y traîne encore toute la famille. Je veux dire, on y traîne, c'est que souvent on voit que c'est rassembleur. Ah ouais, complètement. Et que même s'il y en a qui boudent certains, alors ça peut être le père qui aurait préféré être devant la télé ou l'ado qui dit ouais bon. Mais si entre guillemets on impose cette sortie familiale, chacun, dans un spectacle de qualité, que ce soit dans les grandes maisons ou même parfois sous un petit... Mais c'est vrai que ça rassemble plutôt dans les grandes maisons. C'est un des rares spectacles que l'on vit en famille. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air, on le sent vraiment. Je veux dire, il y a un apaisement. Il y a un apaisement pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on est ailleurs. Pendant 2 heures, et c'est vrai, je veux dire,
Nous, on le voit tous les jours, à la sortie, on l'entend tous les jours. Alors là, que ce soit de n'importe quelle religion, que ce soit de n'importe quelle condition socio-professionnelle, les gens sortent bien. Bon. Et ça, je pense que c'est important parce que dans ce spectacle de cirque, on parle vrai, quoi. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui sont en direct. Il y a une musique, il y a une lumière, et on a les principales émotions que sont l'audition, voilà, l'odorat, le visuel, et il y a de l'émotionnel, et tout ça, on le vit au cirque. Et ce côté écrin 19e, napoléonien, ce côté majestueux, les gens, quand ils viennent au cirque, recherchent aussi, pour employer un mot anglais, mais ce côté vintage, nostalgie, tu crois? Il y a cet aspect-là aussi. Bon, là, on est au cirque d'hiver, donc est-ce que c'est le côté vintage qui leur plaît? Non, je pense que le côté circulaire du cirque, hein, voilà, le cercle et rassembleur, hein, et je pense que si on est dans un chapiteau moderne, comme peut l'être Arlette Grus ou des structures parfois mais rondes, on est bien. Alors c'est sûr qu'après ici, on se dit waouh, on est au cœur de Paris et on a un bijou comme ça de salle. Là oui, on est dans du patrimoine. Je ne sais pas si c'est vintage, mais on est dans du patrimoine. On a un patrimoine parisien, on a un patrimoine français, traditionnel, et en plus avec cette époque, plus que vintage, cette époque, j'allais dire empire, second empire, on est là, on pourrait avoir Offenbach en train de diriger l'orchestre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a ce Paris qui a été quand même, un Paris artistique magique avec Montmartre, avec Pigalle, et tout. Et là, on est là-dedans. Et en plus, tout d'un coup, waouh, le spectacle commence. Et là, on n'est plus fin 18e, fin 19e, on est vraiment en 21e siècle. Parce que la technologie avec la technologie, avec voilà, les musiques qui vont être interprétées, et puis après des artistes, et puis voilà, ces gens qui sont là et qui donnent, et on passe, voilà, c'est le bon moment. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il n'y a pas de message. Le seul message qui est, c'est j'ai travaillé, je pense avoir quelque chose à donner et je l'offre. Il faut rappeler que c'est donc un endroit qui a été repris, sauvé par la famille Bouglione depuis les années 30. C'est ça, en 1934, ouais. 1934, ils arrivent. Et que c'est toujours la famille Bouglione qui, dans les murs du cirque, gère cette affaire au quotidien. Et pour quelqu'un comme toi qui non seulement n'était pas du cirque au départ, qui est venu au cirque, puis qui est venu au Bouglione, comment ça se passe cette interaction avec cette famille? C'est un clan, c'est des gens forcément dont tu as dû gagner la confiance au fil du temps. C'est ça, on rentre pas dans une entreprise, on rentre dans une famille. Donc j'allais dire, c'est comme dans les grandes familles, ou même dans les moyennes, mais quand il y a un mariage, il y a une pièce rapportée. On fait partie un peu des pièces rapportées. Donc, à nous, quand je dis à nous, hein, c'est nous employés, de savoir observer, de savoir écouter, de peut-être pas toujours parler, mais d'être là et de se faire accepter, mais on sera toujours une pièce rapportée. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'on a ce côté clanique, et ce côté clanique, c'est leur force. C'est leur force, pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on a cet endroit atypique dans Paris, c'est parce que c'est les Bouglione. Je veux dire, l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont redevables de rien à personne. C'est-à-dire que s'ils veulent tout casser demain et faire, je ne sais pas moi, une série des magasins, ils peuvent, ils ont le droit. L'intérieur, la décoration, ils ont le droit. La façade est classée. Donc là, la façade, oui. Donc ça, c'est quand même assez magique. Et après, je crois que tous les matins, on rentre dans un merveilleux milieu, et puis on rentre dans une merveilleuse famille. Mais c'est le résilience aussi qui a permis que même après l'interruption, je pense, des années 80, que ça revienne après avec la nouvelle génération. Je veux dire, si ça avait été dans une entreprise économique
classique, peut-être que ça aurait sonné la fermeture et la transformation en appart Mais dans les complètement. années 80. Donc, Voilà, c'est complètement ça. Et il y a voilà, bah, c'est leur Graal, hein, le cirque, hein. Alors, ils ont la chance, c'est qu'ils l'ont atteint, ce Graal. Mais voilà, c'est chez eux. Et en plus, c'est chez eux. C'est ça c'est pas une salle comme une autre. Ils sont chez eux, même si, bon, il y a des appartes, hein, d'Emilien et de Sampion, mais même s'ils sont à côté, mais pas loin, à 50 mètres, à 100 mètres, ils sont là. Ils sont là au quotidien. Et c'est un. Non, c'est vrai que tout tient qu'à un fil, mais. Voilà, bah on va dire un merveilleux fil d'Ariane, j'en sais rien, mais c'est. et toi, tu as réalisé ton rêve de cirque. Qu'est-ce qui te reste comme rêve au cirque? Belle question. Euh, moi, franchement, je me surprends encore aujourd'hui à être dans l'excitation de me dire tiens, je vois quelque chose qui me plaît en tant que numéro. Est-ce que ça irait au cirque d'hiver? Je regarde un collègue puis on essaye de voir la réaction aussi de Joseph ou Guillaume. Et cette excitation d'amener d'amener un numéro sur la piste. Ça, mais je me rends compte que à un moment, je dis, c'est bon, quoi. On a tout vu, on n'a jamais tout vu. On n'a jamais tout vu, on pense avoir tout ressenti en émotion. Non, parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on non seulement on va ressentir l'émotion du numéro, mais il y a toute l'émotion aussi de ceux qui le font. Et que nous, on a la chance de partager en backstage, de côtoyer au-delà du rideau. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a certains numéros qui, pour nous, sont des clowns d'or, quoi. Et ça, moi, je m'amuse comme un gamin encore à ça, quoi. Et tu ne t'es jamais vu avoir ton cirque? Ça, quand j'avais 10 ans. Ouais. Oh bah non. Tu voulais monter ta Oh toile. non, oh non, oh non, trop d'emmerde. Mais oui, Trop d'emmerde. on en parlait hier Trop en d'emmerde. off. Moi, un des trucs, parce que j'ai eu ça pendant 2 ans, a posteriori, je me suis toujours dit, il ne faut pas trop réfléchir, parce que si on y réfléchit trop, on ne le fait pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, non, après, je pense que voilà, il y a. Moi, je ne suis pas un grand cuisinier, mais je sais mettre chef de rang. Ouais, Voilà. Voilà. Mon talent, c'est chef de rang. Je sais passer les plats. Je sais faire. Après, non, là aussi, c'est dur. Hein. C'est pas simple. Alors, c'est vrai que les choses, parfois, il ne faut pas réfléchir. C'est comme ça que les projets se font. Hein. Mais dans tout projet, il faut des petites mains. Et moi, je me trouve que les petites mains sont parfois c'est aussi des gens importants, que ce soit en haute couture, que ce soit voilà, dans les grandes cuisines et tout. Il faut des gens derrière. Et moi, ça, c'est une place qui me va très très bien. Bon, on est ravis d'avoir rencontré le chef de rang du cirque d'hiver. Et longue vie au cirque. Et là, ça, c'est sûr.